Élection 2023, l'entrepreneuriat aussi et aussi comment promouvoir les jeunes à pouvoir entreprendre. Mais il y a cette loi de la sous-traitance qui continue certainement à étouffer. Nous allons en parler avec M. Gardi. Bienvenue. Merci Jean-David. Voilà, M. Gardi. Alors, la loi sur la sous-traitance, et nous savons qu'elle est là pour aussi aider un peu l'entrepreneuriat, mais on sent que ce sont beaucoup plus des expatriés qui en bénéficient. Oui, il est vrai, le constat est juste dans la mesure où, depuis un certain moment, au regard du contexte du marché, les entrepreneurs congolais, particulièrement ceux qui œuvrent dans le secteur de la sous-traitance, ont été presque marginalisés. Les raisons, on peut comprendre, parce que dans le contexte du marché actuel, on est parti sur le contrat du type basé sur les résultats, où on exige de préfinancement dans différents services. Mais au-delà de ça également, il y a des prétextes sur les questions de la qualification du capital humain. Tout ça était en fait des raisons qui ont fait que la plupart des expatriés, le privé, se sont accaparés eux-mêmes au niveau de grandes entreprises privées, mais aussi téléguidés ou encore s'organiser pour occuper le secteur de la sous-traitance. Ce qui fait que l'État congolais, dans son devoir régalien de protéger non seulement l'investissement congolais, mais passer à la création de la classe moyenne, qui est un levier important vers le développement, a songé depuis 2017 à mettre en place cette proposition de loi qui a été votée et adoptée. Mais après, cette loi a été soumise à un grand débat. Les gens voyaient dans cette loi une sorte de protectionnisme qui ferait que l'État congolais risquait de se refermer et aller à l'encontre des autres traités et dispositions prises au niveau sous-régional et international, notamment COMESA et les autres ZLECAf. Mais après débat, échange, on s'est rendu compte que c'était nécessaire de pouvoir y aller. Mais à ce stade ici, la plupart des détracteurs, les gens qui pensaient qu'aller dans ces dynamiques-là allait forcément porter un coup néfaste à la RDC, déchantent un tout petit peu. Parce que depuis la mise en place de l'autorité des régulations de la sous-traitance, aujourd'hui on s'est rendu compte que les choses ont évolué, particulièrement d'abord dans les secteurs miniers, où, il faut le reconnaître, il y a une part belle de grosses entreprises venues de l'extérieur qui ont presque monopolisé le secteur et monopolisé même la sous-traitance. Aujourd'hui, il y a eu une évolution en termes de pourcentage des entreprises congolaises qui occupent de plus en plus ces marchés. Comment? Parce que cette autorité de régulation n'a pas voulu rester sur ses lauriers, à commencer par un contrôle efficace au niveau des entreprises, ce qui fait que, puisqu'il y a contrôle, par crainte de tomber dans le revers de la loi, les entreprises ont fini par ouvrir la brèche et laisser les entreprises compétir. Donc à ce stade ici, rien que pour l'année 2021, le rapport établit en tout cas plus de 1500 entreprises de sous-traitance, oui, qui ont pu rentrer dans le marché, gagner des contrats de plus d'1 million de dollars américains. Et tout ça, donc, ça étouffe l'emploi. Parce que de sous-traitance, ce n'est pas un emploi plein, on peut le dire, dans le vrai sens. Non, tout dépend. C'est vrai qu'il y a des sous-traitances conjoncturelles, il y a des sous-traitances un peu plus permanentes. Oui. On parle ici des entreprises qui fonctionnent convenablement, des entreprises légalement reconnues. Donc on ne parle pas ici des individus. C'est vrai que dans le marché de services, il peut y avoir des personnes physiques qui, pour des raisons de prestation de services, peuvent être constitués et considérés comme étant le sous-traitant, mais ici on parle des entreprises congolaises. Donc ça veut dire que c'est des entreprises convenables, avec de la valeur ajoutée, avec de l'emploi, ça je vous le confirme, qui aujourd'hui peuvent occuper et espérer gagner un peu de l'argent, occuper un peu de place. Donc l'État congolais, depuis toujours, on se plaignait que l'État ne protégeait pas l'investissement local. L'État ne savait pas aller dans le sens de pouvoir sécuriser le Congolais. Mais aujourd'hui qu'il est fait, c'est vrai que beaucoup de gens émettent de doutes. Beaucoup de gens ont mis de réserves, ce qui n'a pas lieu d'être, Jean-David Kilolo. Réfléchissons par l'absurde. La plupart des gens se sont dit, bon, écoutez, est-ce qu'aujourd'hui, pour un État qui est ouvert au monde, un État qui va dans la dynamique de zone de libre-échange, aller dans cette sorte de protectionnisme va nous aider? Je réponds par le direct. Aujourd'hui, il n'existe presque pas des IDE congolaises sur le marché international. La RDC n'importe presque rien. Ça veut dire que ce n'est qu'un vaste marché où les autres viennent s'en servir. Donc si à la limite, les autres États voulaient aller dans les systèmes justement des restrictions réciproques, je crois que le résultat est faible. Entre continuer à rester justement dans cette sorte de paupérisation d'un marché dominé par les expatriés, par crainte de léser certains ou certaines dispositions parce qu'on est membre d'une communauté sous-régionale, ou encore de pouvoir justement favoriser, faire croître, comment dirais-je, le taux ou encore le flux industriel de la RDC, afin de pouvoir mobiliser
de fonds, enfin de pouvoir recréer des riches Congolais, enfin de pouvoir recréer cette classe moyenne qui est un levier important vers le développement, je crois que le choix était clair. Et l'État a pris la décision courageuse d'aller dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, l'autorité fait son travail et les résultats sont là. Maintenant, la grande question qu'il faudra se poser, ou les gens se posent, c'est que dans le contrôle, comment les choses doivent se passer. Je leur ai dit, parmi les exigences dans le marché, c'est aussi l'accès à l'information. Aujourd'hui, l'autorité de régulation, l'ARSP, a une plateforme digitale où les gens peuvent aller consulter. Les différents appels d'offres passent par là. Quand vous savez que vous êtes éligible, et il ne suffit pas d'aller voir les informations. Est-ce qu'il faut encourager la sous-traitance ou il faut décourager ça? Non, il faut encourager la sous-traitance. La sous-traitance fait partie justement de la chaîne de valeur dans la production. La sous-traitance est indispensable. Vous voulez, je vais vous donner un exemple. Je prends une entreprise minière qui est là, mais du côté administratif, cette entreprise aura besoin, par exemple, de papier pour ses différents rapports et autres. Or, l'entreprise vit, par exemple, à Doko. Quand vous parlez de la sous-traitance, qu'est-ce qui vaut mieux? Que cette entreprise aille débourser de l'argent en Ouganda pour aller acheter des rames de papier, ou un producteur local, avec une entreprise à la limite de 15-20 personnes, peut produire localement et justement alimenter l'entreprise. Au-delà de ça, dans le transport de minerais, les entreprises ont souvent l'habitude d'aller dans des joint ventures, aller trouver des sous-traitants. Entre avoir, dans la durée du projet, des Congolais qui peuvent avoir des sociétés de transport capables de transporter des minerais, ou aller chercher des grands bailleurs, des grands Bwana vers l'Ouganda, la Tanzanie et les autres. Ça, c'est un peu les points positifs de la sous-traitance. Regardez actuellement avec ce qui se passe des Mamba Security. Bon, ça, c'est un exemple. Donc, les sociétés des gardiennages. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont en sous-traitance, regardez la manière dont ils sont en train de traiter les Congolais. C'est pitoyable. Alors, il y a même d'autres qui commencent même à remettre en cause cette sous-traitance. Non, mais en fait, là, vous évoquez un problème interne. Le problème, c'est que dans la gestion, ça, c'est un problème de la loi du travail. À ces niveaux-là, c'est au niveau du ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale de pouvoir trouver des mécanismes comment protéger l'emploi. Ici, on n'est pas dans la dynamique de l'emploi, ici, dans la dynamique de l'investissement. On parle de la sous-traitance. À ces niveaux-là, ici, il faut favoriser les entreprises. Parce que quand les gens parlent du protectionnisme, parce que la loi exige que la sous-traitance soit exclusivement aux entreprises à capitaux congolais. Les gens disent, mais est-ce que ce n'est pas exclure qu'elles deviennent les entreprises? Et non. S'il y a des entreprises autrefois, des expatriés, ici, il faut aller dans la dynamique d'actionnariat. Mais l'exigence pour aller dans la sous-traitance, l'actionnariat doit être majoritairement détenu par le Congolais. Alors, chose qui n'est pas faisable ici, chez nous, à RDC. Si c'est faisable, ça s'est fait déjà. Oui, ça se fait, mais la plupart des sociétés sous-traitantes, ce sont des expatriés, commencent beaucoup plus à s'accaparer. Oui, mais justement, c'est pour ça que l'État congolais s'est rendu compte qu'il y a fuite de capitaux. On ne peut pas continuer à garder la population pauvre dans une zone à haute activité économique et que parce qu'on dit que non, il y a un problème de capital humain, parce qu'il y a un problème de coterie, parce qu'on a des préférences et que les Congolais vont continuer à rester dans le chômage. Jean-David Kilolo est fort dans l'offre de services. C'est quelqu'un qui a depuis un certain moment pris la dynamique de créer sa société ou son agence. Mais il ne sait pas compétir parce que les exigences du marché ne les lui permettent pas, ou les expatriés s'emmènent avec leurs frères, avec les autres entreprises, ou se permettent de créer des entreprises de sous-traitance sur place. Ça fait partie des éléments qui détruisent les tissus économiques congolais. C'est dans ces dynamiques-là que l'État a dit non, écoutez, si on veut aller, parce que le chef de l'État a promis de faire des riches Congolais, s'il faut y aller, on n'a pas encore des entreprises avec des capitaux importants. La meilleure des choses, c'est de commencer à basse échelle. Basse échelle, c'est quoi? Dans ces grosses entreprises privées, commencer par libérer l'espace, le secteur de la sous-traitance, que le Congolais occupe cette transition pour le transfert de la technologie et des compétences. C'est aussi ça l'élément visé dans la sous-traitance. C'est-à-dire que dès lors qu'on met ensemble ceux qui autrefois faisaient ces travails-là, attention, correction. J'ai vu des gens qui voulaient torpiller cette action, parler de la dynamique de la zarianisation. Ça n'a rien à voir. Ici, l'idée, c'est que, au lieu que ces expatriés continuent à travailler eux-mêmes et détiennent le monopole de la technologie et de la connaissance, il faudra le transférer aux Congolais pour que finalement le Congolais soit en mesure de répondre, d'être compétitif dans ce marché international. Donc c'est ça l'idée, et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'autorité des régulations a été mise en place pour corriger cette histoire-là. Depuis 2021 que cette autorité travaille, la plupart des gens qui étaient sceptiques ont fini par se rendre compte qu'il y avait de quoi le faire. Est-ce que cette autorité a fait preuve certainement de son expertise sur terrain? Exactement, c'est de ça qu'on parle. Si je suis venu, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'après le dernier rapport de 2021, on s'est rendu compte qu'à l'espace de quelques mois,
Il y a eu d'abord plus de 2500 entreprises qui ont souscrit pour être formellement catégorisées dans les entreprises de sous-traitance. Et parmi les 2500, il y a eu au moins 1500 qui étaient viables et qui, aujourd'hui, au moment où on parle, ont accès au marché, en grande partie dans le secteur minier et dans les autres services. Donc, en quelque sorte, aujourd'hui, cette autorité a prouvé sa capacité. Et aujourd'hui, le marché, le sous-traitant qui autrefois était marginalisé, commence à reprendre un peu de la valeur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir demander à l'État et l'ensemble de partenaires. Il faut maintenant, dans la dynamique, dans l'idée de l'autorité de régulation, c'est de recréer un cadre permanent d'échange. Pourquoi dans l'échange, dans cette dynamique, l'idée n'est pas de créer une rupture. L'idée, c'est de pouvoir continuer et que finalement, la plupart des entreprises comprennent la nécessité d'aller dans cette dynamique. C'est quoi la nécessité? Ce n'est pas de ravir, ce n'est pas dans l'idée de torpiller, ce n'est pas dans l'idée de détruire les tissus, ce n'est pas dans l'idée d'aller dans une sorte de protectionnisme négatif. Mais l'idée, c'est promouvoir le capital humain congolais, mais aussi donner une place aux compétences congolaises, aux entreprises congolaises, pour que demain, ils puissent croître et devenir de firmes. Jean-David Kilolo, c'est la jonction indispensable pour aller vers la création de richesses en République démocratique du Congo. Dès lors qu'on aura cette classe moyenne, des hommes riches, capables d'accéder à des marchés, ces gens-là pourront, cette fois-là, quitter le secteur congolais, être en mesure d'aller compétir dans d'autres États par principe de réciprocité. Et c'est alors que, cette fois-là, on pourra un jour réduire sensiblement l'influence des expatriés dans les tissus économiques congolais. Sans cette dimension-là, il est difficile. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il faut dire bravo, il faut dire merci à l'ensemble de ces services qui font un travail. C'est vrai que ce n'est pas encore suffisant. On est encore dans les premières expériences qui portent des fruits très élogieux. Mais maintenant, là, la dynamique, c'est qu'il faudra que l'État et l'ensemble de partenaires puissent aider cette autorité à aller dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, moi, j'ai des témoignages, j'ai des gens qui étaient regroupés dans le club, comme on l'appelle. Le club? Oui, le club de sous-traiteurs, qui aujourd'hui, finalement, cette association a pu trouver des voies et moyens. Cette association qui, depuis toujours, craignait que se plaignait de l'abandon de l'État, se plaignait que l'État ne savait pas protéger l'investissement local, l'État ne savait pas sécuriser. Je vous donne encore un exemple à bas échelle. Il vous souviendra que depuis un certain moment ici, il y a eu des Chinois qui ont commencé à vendre des histoires même en détail alors que la loi l'interdisait, avec la bénédiction de certains Congolais. Et les gens n'ont pas mesuré la conséquence de ce qui s'est passé, mais la conséquence c'est qu'on a finalement rendu le Congolais amorphe. Pourquoi? Dans ces marchés, dans cette compétition-là, le Congolais partait en déphasage. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà des problèmes d'ordre structurel avant. Les Congolais n'ont pas la possibilité de pouvoir compétir déjà dans des marchés importants. Quand il y a passation de marché public, pour des raisons de système de préfinancement, le Congolais était écarté, ce qui faisait qu'on ne pouvait pas avoir des riches Congolais, on ne pouvait pas avoir de Congolais. Les gens se plaignaient, mais il n'y a que des Libanais, des Indiens. Mais comment vous voulez? Dans le marché de la sous-traitance, il y a 3 catégories essentielles. D'abord, les Asiatiques, les Européens puis les Américains dominaient le marché. Dans tous les cas, où sont passés les Congolais? Quand vous allez dans ces entreprises-là déjà, il y a peu de main-d'œuvre congolaise. Maintenant, au-delà d'avoir dans l'entreprise la main-d'œuvre congolaise qui est très faible, il ne faudra pas laisser la sous-traitance encore. Donc le Congo a pris ces dynamiques-là, le gouvernement, l'État congolais a pris ces dynamiques dans l'idée de promouvoir la création de la richesse congolaise. Et aujourd'hui, voir le Congolais aller dans la dynamique de torpiller cette situation-là, je perds mon latin. Donc à ce stade ici, la raison de ma présence sur ces plateaux, c'est dire à l'ensemble de Congolais. Dans les notions économiques aujourd'hui, il y a des éléments essentiels. Aucun État dans le monde ne s'est développé sans la création d'une classe moyenne. Il faut toujours qu'il y ait la classe moyenne. Il faut qu'il y ait la classe moyenne, parce que c'est la classe moyenne qui tire vers le bas les autres. Les gens se plaignent souvent, on dit, au Congo. On est dans un État où, si vous regardez, le taux de remboursement de dette est très faible. Ce qui fait que les entreprises, quand vous allez chercher des prêts à la banque, on ne vous donne pas, on vous exige des choses au-delà de vos capacités. Ces entreprises-là manquent sérieusement des capitaux. Et aujourd'hui, avec la venue de l'autorité de régulation, il y a eu une brèche que les gens ne voient pas. C'est la création comment on l'appelle, la création d'un capital. Création d'un capital. Oui. Ça veut dire que cette dynamique est quoi? C'est-à-dire que le fonds de garantie, comme on l'appelle en termes techniques, c'est que Jean-David Kilolo est un entrepreneur. Il va gagner, il va postuler pour un contrat de 15 millions de dollars américains. Dans le contrat du marché actuel, c'est que quand vous arrivez, il y a un système de préfinancement. Ça veut dire que vous devrez couvrir presque plus de la moitié du travail avec un fonds que vous allez déverser et l'entreprise, en contrepartie, payera après. C'est ce qu'on appelle les contrats basés sur les résultats. Or, d'où
est-ce que cette entreprise congolaise ira trouver le fonds, le capital, sur le 15 millions, d'au moins 7 millions 500 000 $ pour pouvoir commencer les travaux et honorer son contrat. Alors qu'à ce stade ici, avec les quelques pourcentages qui est reversé à l'autorité de régulation, il y a un fonds de garantie. Quand il va vers une banque pour faire un prêt, c'est-à-dire l'autorité l'accompagne et que la banque a des garanties que même en cas de perte, il y a une écriture qui peut gérer le risque. Ce qui fait qu'ils n'auront pas de difficultés. Tu n'iras pas chercher un prêt pour honorer un contrat où on va t'exiger des livrets parcellaires que tu n'as d'ailleurs pas. On ne va pas t'exiger des garanties exorbitantes que tu n'auras pas. Finalement, tu ne sauras pas travailler et les entreprises congolaises dans ce secteur-là se meurent. Donc, il y a autant d'apports, il y a autant d'éléments essentiels dans ces dynamiques-là que les Congolais doivent le savoir. On est dans un pays continent où le secteur public ne saura pas occuper l'ensemble de compétences. Le secteur privé doit occuper au moins 80% de l'emploi congolais. Et comment y aller si on ne sait pas aller dans la dynamique de la création d'emplois? La création d'emplois, ce n'est pas forcément attendre, comme nous on le dit, mais aller dans l'idée de l'investissement. Et pour encourager l'investissement, il était indispensable qu'on passe par cette zone-là, par encadrer la sous-traitance, par permettre aux Congolais de pouvoir aller au contact de grosses firmes internationales, être en mesure d'être dans la chaîne de production, dans la chaîne de valeur, et en fin de compte, acquérir justement cette compétence-là, et cette fois-là, pouvoir se développer dans les jours à venir. Pourquoi pas avoir des Congolais qui vont occuper les grands secteurs, par exemple le secteur minier, avoir des entreprises à capitaux exclusivement congolais, avoir dans le secteur minier non seulement de la chaîne, non seulement dans l'administration, mais également dans les dimensions techniques de Congolais capables parce qu'ils auront été au contact, parce qu'ils auront appris, parce qu'ils auraient eu le temps d'opérer dans le circuit international et acquérir cette expérience et le partage avec les autres. Donc à ce stade ici, je crois que mon souci, c'est d'appeler l'ensemble de Congolais, de pouvoir accompagner ces travails, de pouvoir aider ces travails-là, parce que nous autres qui, depuis un certain moment, avons pris la dynamique de l'entrepreneuriat, on s'est dit, mais ça c'est une aubaine, c'est depuis des années qu'on réclamait cette histoire-là, c'est depuis des années qu'on demandait à l'État de pouvoir cette fois-là jouer son rôle de l'État providentiel, protéger les Congolais pour que finalement les choses s'améliorent. Et on espère que dans les années à venir, on aura au-delà de ces 2500 entreprises. Pour l'année 2022, les attentes sont encore beaucoup plus grandes que ça. Et sur ça, on estime que le tandem, l'ensemble des équipes dirigeantes de l'autorité de régulation pourront continuer à faire un travail excellent.